sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, c'est Denis Martel qui est au micro et je suis en compagnie de Jérémy Lepage. Et nous sommes en compagnie de Ronnie Al-Nazir. Cette semaine, c'est le remaniement à Québec et il y a un combat aussi entre Jack McShane et Alain Terrien. Et Lucien Bouchard a fait son choix pour ce qui est de la course à la chefferie du PQ. Là, c'est la petite toune. Tu pourrais laisser cette toune. Ouais, t'aimes ça quand on met Tu devrais laisser cette toune-là, Denis. On trouve une façon, tu sais, qu'il y en a un qui fait comme les... On a chacun notre track. Ouais, c'est ça. Fait que... la musique vient de finir. Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants cette semaine, mais avant d'entamer le cœur de nos débats ou de nos échanges, je vais inviter les auditeurs à écouter l'entrevue que j'ai fait avec Pascal Bérubé en début de semaine. Donc, vous allez retrouver ça sur nos différents canaux. Vous êtes les bienvenus pour aller écouter ça. Vous allez d'ailleurs entendre Pascal Bérubé inviter officiellement Catherine Fournier à revenir, à lancer un appel officiel pour qu'elle revienne au Parti québécois. Donc, c'est à notre micro que choisi de le faire. Donc, c'est une entrevue intéressante. Je vous invite à aller écouter ça. Est-ce que tu penses qu'il va le faire? Je pense pas. Écoute, François a isolé la séquence. Il a fait un post Twitter où il l'a tagué juste pour ça. Puis, écoute, on entendait les mouches voler autour du tweet. Fait que je pense pas. Mais je pense que le PQ s'ennuie de sa star. Je pense que le PQ est plus perdant. C'est bizarre à dire, mais je pense que le PQ est plus perdant que Catherine Fournier ne soit pas que le contraire. Oui, effectivement. Ouais, très bon point de vue. C'était vraiment intéressant dit de même. Puis, tu sais, ce que Pascal disait, il disait que c'est ça. Tu sais, parce qu'on parlait du bilan, il est déjà un peu en mode bilan de son intérim. Puis, ce qu'il disait, c'est que c'était sa grosse déception de tout son intérim. Vous savez je pense qu'il y a le plus long intérim, il y a l'intérim le plus long du Parti québécois. Ça se peut, hein. Puis, il était, comme je vous disais, on faisait un petit peu le bilan de son intérim, puis c'est sa grosse déception. J'ai-tu... OK, vous êtes en train de faire des selfies. Ouais, je fais des petites stories Instagram. Ouais, c'est ça, moi aussi. Exact. Fait que, en espérant que, ben, quand même, tu sais, puis c'est ce qui faisait que c'est quand même le départ de Catherine Fournier qui a fait que le Parti québécois s'est retrouvé comme troisième opposition, tu sais, parce que, en fait, c'est quand je faisais l'état de tous les titres qu'il cumulait et que je disais qu'il était chef de la troisième opposition, j'ai senti que c'est le petit bout qu'il l'avait un petit peu travaillé, là. Ça y avait fait de quoi que d'entendre ça, troisième opposition, puis là, ça l'avait amené à expliquer qu'en fait, ben, s'il avait perdu la troisième opposition à cause de cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, actualité à Québec, les gars, un déficit historique. On parle d'un déficit historique de 14,9 milliards de dollars à Québec, donc dû à un arrêt brutal de 40% de l'économie, de la perte de plus de 800 000 emplois. Le déficit comprend une provision de 4 milliards de dollars en vue de la deuxième vague. Est-ce que 4 milliards, ça va être suffisant face à ça? Si on a une énorme vague encore, on va tout revenir chez soi, bien emmitouflé, bien enfermé. Retour à l'équilibre budgétaire dans 5 ans, qu'on dit. Je ne sais pas si c'est optimiste. Jay, je serais curieux de t'entendre sur cet aspect-là. Aucune nouvelle mesure qui sont en vue ou en place dénoncent l'opposition dans ce contexte-là. Remaniement au gouvernement Legault aussi pendant ce temps-là, cette semaine, c'est ce qui a attiré notre attention. Dubé à la santé, McCann, excusez-moi, pas les frites, mais bel et bien la ministre. McCann perd le poste de la santé pour aller à l'enseignement supérieur. On a Sonia Lebel qui s'en va au Trésor. Ensuite de ça, Jolin Barrette qui s'en va à la justice. Ça fait de lui le plus jeune ministre de la justice de l'histoire du Québec. Nadine Giraud qui prend l'immigration. Je pense que j'ai pas lu un post où tu te réjouissais de ça, toi, Ronnie, justement, cette semaine que Jolin Barrette nous quittait. Tu pourras nous en parler tantôt. Par contre, on peut se réjouir car, on l'a échappé belle, Marguerite Blais est toujours en place pour prendre soin des aînés. Je ne sais pas si on devrait rire, plutôt pleurer. C'est point, hein?
OK, mais il reste que dans les sondages actuellement, on voit que tout le personnel de la CAQ se pète les bretelles là, sur Twitter. Ils ont tout été renouvelés leurs hypothèques et ils se préparent pour un long règne. Ils récoltent un score je pense c'est quoi, c'est 51% des mais ça peut changer assez rapidement. Tu sais, Mère Teresa Pauline, là, quand est arrivée Mégantic, là, elle avait un bon sacré score. Là. Puis genre, on sait qu'est-ce qui s'est passé en 2014. Moi, je pense que faudrait pas qu'il y ait trop rester confiant. D'ailleurs, juste pour refaire un petit tour de promotion sur l'entrevue, il y en a été question justement de la comparaison sur les gestions de crise entre Lac Mégantic puis la crise actuelle. Je vais vous laisser aller découvrir ça dans l'entrevue. Ronnie, est-ce que le remaniement est une opération réussie selon toi? Ben, je te dirais, Denis, que c'est un remaniement très caquiste. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on a mis le gestionnaire à la santé. On a mis celle qui est en santé, Mme Mécan, à l'enseignement supérieur. Si je commence par ces deux-là, Christian Dubé, à la santé, ça peut avoir du sens, parce qu'effectivement, l'enjeu en santé en ce moment, c'est un enjeu de gestion. Tu sais, j'étudie en gestion en ce moment, je fais une maîtrise au HEC, puis on voit que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, leur gestion, c'est ce qui est déficient, parce que il y a rien à redire sur la qualité des soins qu'on reçoit au Québec. T'sais, nos médecins sont très bons, nos infirmières sont très bonnes, nos infirmiers aussi d'ailleurs. Tous les spécialistes du milieu de la santé sont très bons, mais c'est la gestion, c'est l'allocation des ressources, et on a cette tendance à croire que c'est quelqu'un du milieu de la santé qui doit être en santé, mais ça va être intéressant de voir un gestionnaire prendre cette place-là. On a vu qu'est-ce que ça donnait quand le Parti libéral mettait des docteurs à la santé, hein? Exactement. Et savez-vous qui est le dernier ministre de la Santé qui n'était pas un médecin ou du milieu de la santé? Ah ouais, d'accord, ouais. C'est François Legault lui-même. Ah, wow, c'est un gestionnaire. Début des années 2000. Puis sinon, Mme Mécan, je suis content parce que, moi, tu sais, en tant qu'étudiant universitaire, Jérémy, je pense que tu vas être d'accord aussi. La santé mentale, c'est super important pour moi. Pour tout le monde, mais je veux dire, c'est surtout les étudiants, ça nous touche beaucoup. Ouais. Dans le cas de ma job aussi, je travaille avec la relève d'affaires. Donc, les entrepreneurs aussi, tu sais, les jeunes entrepreneurs sont beaucoup sous stress, là, de santé mentale, surtout en ce moment. Et, tu sais, on voit dans les maisons des aînés, en ce moment, les soins de longue durée, il y a aussi des gens de santé mentale, dans la population en général. Donc, je pense que de mettre quelqu'un qui est dédié à la santé en enseignement supérieur, ça va peut-être faire avancer ces enjeux-là. Moi, je pense personnellement que ça prendrait un ministre ou une ministre dédiée à la santé mentale au gouvernement du Québec, qui travaillerait de manière transversale. Mais je pense que de mettre Mme Mécan à l'enseignement, c'est très bien. Rapidement, les autres, Sonia Lebel, de loin la ministre de la Justice la plus conséquente qu'on a eue au Québec depuis, je dirais, le début des années 2000, puis j'exagère même pas. Elle a fait tellement avancer le dossier, là, les violences à caractère sexuel. Elle a quitté en beauté, justement. Ouais, puis honnêtement, là, oui, il a dit mon trésor, puis il l'a envoyé au Conseil du Trésor, mais sans blague, Sonia Lebel, là, puis toute partisanerie confondue, waouh, comme cette femme-là a été absolument incroyable comme ministre de la Justice. Chapeau. Jay, est-ce que Sonia Lebel, c'est ton trésor? Ben moi je pense que juste pour tout faire avancer les dossiers comme René a dit à caractère sexuel ou je veux dire aux affaires des agressions sexuelles, juste d'avoir fait avancer ça avec plusieurs autres députés dont Christine Labrie dans mon comté à Sherbrooke, puis notamment aussi Véronique Vignon, Véronique Yvon, excuse, je me suis trompé. Mais puis vraiment de l'avoir fait de façon transpartisane, juste pour ça, moi je lève mon chapeau, puis c'est vraiment non, je suis pas nécessairement au courant de tous les dossiers qu'elle a fait avancer, mais j'ai vu vraiment des beaux commentaires par rapport à ce qu'elle a offert. Puis faut lever notre chapeau pour ça. Sinon, je serais curieux de t'entendre, Jay, sur le déficit qui était attendu. Est-ce que c'est pire ou moins pire que ce que toi-même t'aurais pu t'attendre? Oui, ben là, c'est ça. Par rapport au déficit, moi, je m'attendais un peu à ce qu'on arrive à ce genre de... Tu sais, comme là, il y a eu la crise, là, on commence, le déconfinement est limite même presque terminé. En tout cas, il reste quelques petites affaires. Mais tu sais, il fallait un peu s'attendre après qu'on ait connu une gestion de crise très, très interventionniste
très très libérale, que moi personnellement je préfère 1000 fois plus une gestion de crise à la libérale qu'à la conservateur. Mettons, je préfère 1000 fois plus une gestion de crise à la keynésienne que plutôt d'un modèle plus classique où là on laisse comme les marchés faire. Moi je pense qu'il fallait intervenir dans le marché. Je pense que le coût à court terme c'est ça, c'est d'en subir les conséquences au niveau de la dette, mais je pense que si on n'avait pas fait ça, les conséquences à long terme auraient été bien pires. Puis je pense que là maintenant on en voit une des conséquences à court terme il y a une firme, il y a une agence parmi plein d'autres. Faut pas oublier qu'il y en a plein des agences qui cotent plusieurs pays, en fait beaucoup de pays à l'international au niveau de leur solvabilité, au niveau de leur gestion de leur dette avec leur ratio dette PIB et tout. Puis le Canada, il y a une des firmes récemment qui a diminué la cote AAA du Canada pour l'amener à la cote AA+. Puis c'est ça. Fait que, oui, ok, c'est pas cool, mais fallait un peu s'y attendre. Je pense que ça aurait été pire de ne pas intervenir de manière aussi brutale, si on peut dire ça, dans l'économie, comme on a fait. Faut pas oublier non plus que la cote AAA, seul le Canada et l'Allemagne l'avaient parmi les pays du G7. Donc on partait vraiment au début là comme top au niveau de notre solvabilité, de notre cote à l'international. De ce que je comprends aussi, ça va avoir des effets négatifs au niveau du taux d'intérêt qu'on va subir, qu'on va devoir payer quand on va emprunter de l'argent à l'international. Mais concrètement pour nous Québécois, Canadiens, ouais, parce que là, ça va pas faire grand-chose. Parce que là, c'est vraiment le portrait canadien dont tu nous parles, mais au point de vue du Québec, tantôt, je faisais état d'un 14,9 milliards de dollars de déficit. Est-ce que de ce côté-là, tu avais prévu quelque chose d'aussi imposant? Ben moi, personnellement, tu me dis ça, puis je trouve pas ça si imposant que ça. Mettons que... T'es pour l'interventionnisme. Ben moi je suis pour en moment de crise, il faut que tu interviennes parce que la mobilité des capitaux, puis il y a pas de vélocité de la monnaie qui circule en temps de crise, les gens gardent leur argent, ils thésaurisent. Donc il faut que pour compenser ce manque de vélocité là, il faut que tu interviennes. Puis tu sais 14,9 milliards, 15 milliards pour une économie du Québec, mais tu sais mettons tu essaies de comparer là, on s'est endetté de 15 milliards pour mettons, on va dire 25% de la population du Canada, un peu moins le Québec environ c'est ça, 23%. Le Canada s'est endetté, je pense, d'au-dessus de 260 milliards pour une population de 36-37 millions d'habitants. Donc, relativement à ça, c'est très différent. C'est vrai qu'il faut pas oublier le fait que les compétences, les responsabilités canadiennes et québécoises sont très différentes. Le Canada avait vraiment une responsabilité au niveau de donner de l'argent aux entreprises puis aux citoyens. La gestion de crise au niveau québécois était plus sociale, j'ai l'impression. Fait que oui, c'est un certain montant, oui, c'est important, mais encore une fois, pour moi, ça aurait été bien pire de ne pas avoir intervenu dans l'économie. Puis je pense que si on essaye de se mettre à la place des gens qui vivaient une crise sanitaire dans les années 1930, puis que là, ils ont subi la crise sans avoir une intervention de l'État, vu que là, les avancées économiques n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que si on était capable de se mettre dans la peau de ces gens-là qui vivaient beaucoup plus d'horreur, il y avait beaucoup plus de morts, beaucoup plus d'infectés, je pense que là, on comprendrait davantage le sens de l'interventionnisme dans notre économie. Ronnie, est-ce que tu penses que les investissements ont pu réduire la souffrance? Oui, effectivement, je pense que la crise nous a réconciliés avec l'État, l'État-providence, comme on l'appelle, le terme classique au Québec, c'est ça. Puis c'est les politiques keynésiennes là, de dépenser là, le filet social. Je pense que surtout au niveau des entreprises, là, si je regarde ça d'un point de vue de gestion là, en tant qu'étudiant en business, je pense que les entreprises la balance du pouvoir avec le gouvernement a été un peu équilibrée. Dans le sens que des entreprises qui voulaient, dans le fond, transgresser ou contourner certaines règles gouvernementales, tu sais, que ce soit en paradis fiscaux, que ce soit ont demandé l'aide du gouvernement. Donc là, je pense que le gouvernement a le gros bout du bâton, en fait. Donc là, on a une excellente opportunité de réformer notre relation avec le Québec Inc. En général. Donc je pense que le déficit, c'est un petit prix à payer. Pour ça. Faut pas oublier non plus que ce choc exogène-là, qui est apparu sur la planète, tous les pays en ont subi les conséquences. Ouais, on a beau se plaindre de OK, ça a augmenté, mais tous les pays, mettons on a augmenté, mais les autres pays aussi ont augmenté. Puis relativement à eux, peut-être qu'on a augmenté un petit peu plus, peut-être que ça n'a pas été parfait comme gestion de crise, mais ça, on va juste pouvoir le savoir quand on va avoir les chiffres complets, vraiment peut-être dans 2 ans, 3 ans, mais genre il fallait intervenir, selon moi, c'est vraiment la seule chose qu'on pouvait faire.
Hey, j'aimerais ça vous poser une question, les gars, chacun à votre tour. C'est une question que j'ai posée à Dominique Anglade, c'est une question que j'ai posée à Guetta Barrette, c'est une question que j'ai posée à Pascal Bérubé. Maintenant, je te la pose, Ronnie. Est-ce que le gouvernement caquiste de François Legault a bien géré la crise? Là, c'est overall, là. Je sors un peu du... Ouais. On a commencé par aborder le sujet à travers les sous, là, mais globalement, même là, au point de vue de la santé publique, là, dans l'ensemble, est-ce que le gouvernement Legault a bien géré la crise, maintenant qu'on a un petit peu de recul? Denis, c'est une question très, très... Je pense pas que tu peux être tranché en répondant à cette question-là. Parce que c'est quelque chose que personne n'a jamais connu, ce genre de crise-là, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Une grosse pandémie comme ça, mondiale, parce que, tu sais, on a connu l'Ebola, on a connu la H1N1, mais il y a rien qui a fermé, ça n'a pas été de cette ampleur-là. Fait que, c'est clair qu'il y avait de l'ajustement au jour le jour, puis il y a des erreurs qui ont été commises, puis il fallait qu'on s'ajuste, fallait qu'on fasse de l'essai-erreur quasiment. Donc, est-ce que, moi, ce que je te dirais, c'est dans la communication, peut-être, qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Au début, ça, c'est comique. Parce qu'au début, tu sais, on aimait ça, tu sais, il y avait Dr Arruda, il nous disait ça va bien aller, mais je pense qu'on nous a trop dit ça va bien aller. Puis je pense que on nous a pas bien fait comprendre, tu sais, le masque, on aurait dû dire dès le début, mettez le masque, tu sais, on aurait dû, c'est ce genre de trucs-là, tu sais, même à Montréal, je regarde Valérie Plante, ils ont toujours pas imposé le masque, c'est il l'impose, il le recommande fortement. Est-ce que tu le portes, le masque, René? Moi, je le porte quand je sors de la maison, quand je suis en déplacement. C'est quand je suis avec des amis, je l'enlève parce que, tu sais, on veut se parler, tout ça, mais quand je suis, puis on respecte le 2 mètres, mais quand je suis dans le métro ou je prends le transport en commun, absolument, tu sais, moi, je porte mon masque, puis j'ai un livre ou j'écoute un podcast ou de la musique sur mon cell, puis je garde mes mains pour moi, puis c'est beau, tu sais, je mets pas mes mains sur les poteaux, tu sais, je touche pas les bancs, tout ça, puis les rampes, puis je suis bien correct. Mais non, c'est ça, c'est que je pense que c'est dans la communication vraiment que on aimait ça au début, c'était efficace, c'était points de presse quotidiens, tout ça, mais rapidement quand ça a chauffé, quand les chiffres ont commencé à monter, on était un peu moins satisfait maintenant. Juste avant de passer à Jay, parce que je veux te poser la même question, Jay, je veux t'entendre, puis quand même, tiens compte de ce que je vais dire à Ronnie. Ronnie, oui ou non? Est-ce que le gouvernement Legault a bien géré la crise? Tu veux vraiment un yes or no? Genre J'aimerais ça que tu te commettes. Je dirais oui. Parce que... Jay, oui. non, on va y revenir. Jay, est-ce que le gouvernement Legault a bien géré la crise? Puis là, c'est un oui ou non? Là? Ben, j'aimerais ça. C'est ça le jeu. Si j'ai le choix entre oui ou non, je te dis oui. Puis si tu me dis sur 10, je te dis 8.5. Puis si tu me dis est-ce qu'il aurait pu faire mieux, probablement, mais ça, on va le savoir dans 2-3 ans. Mais... Attends un peu, j'aime ça la note sur 10. Rapidement, Ronnie, note sur 10. Je dirais plus un 7. 7, ok, vas-y, Jay, maintenant t'as le droit d'étoffer un peu ta réponse, expliquer ton 8. Explique-nous ton 8.5. C'est ça, c'est que, comme René a dit, genre, on va pouvoir, tu sais, c'est sûr, faut pas oublier que, comment je peux dire ça, genre, c'est facile de dire, ok, il aurait dû faire ça ou il aurait pu, genre, moi je pense que le gouvernement a fait tout en leur pouvoir tout au long de la crise. Ils ont fait, ils étaient pas là de mauvaise foi, ils étaient là pour nous, ils étaient là pour notre sécurité, ils étaient là pour notre santé. Ils ont peut-être fait des mauvais moves, mais c'est des mauvais moves qu'on est capable de dire que c'était des mauvais moves une fois que le move a été pris. Et ça, c'est très facile de dire ça pour nous, genre, comme chroniqueur ici, puis c'est correct de le dire, mais faut être capable de relativiser puis de se dire, ok, mais si nous, on avait été à leur place à ce moment-là, est-ce qu'on aurait pris une décision différente? Puis c'est à ça, ben moi je me dis que peut-être pas, probablement pas. Moi, probablement que j'aurais, avec les mêmes informations que eux avaient, à ce moment-là, probablement que j'aurais pris les mêmes décisions. Mais c'est sûr que dans 2-3 ans, on va pouvoir checker ça puis se dire, ok, ben peut-être que c'était pas les bonnes décisions, mais faut relativiser dans le temps, faut pas checker en absolu, faut vraiment relativiser ça. Puis je pense qu'ils ont fait qu'est-ce qu'il fallait. Est-ce qu'il y a eu de l'instrumentalisation politique de la crise, Ronnie? Je sais pas si je dirais instrumentalisation politique, mais c'est certain que tu sentais des fois que, par exemple, Dr Arruda était peut-être une façon pour le gouvernement de distraire un peu les gens. Dans le sens que, tu sais, c'est un expert, il sait de quoi il parle,
je lui fais confiance, mais tu sais, moi je suis coupable, ok, tu sais, j'ai ri des T'es embarqué dans le bagwagon je suis des embarqué blagues, à fond, tu sais, je je me suis même parti une page de memes sur Instagram qui s'appelle Dr. Harout de memes, puis j'ai posté des memes, puis tu sais, genre je me suis amusé avec ça, tu sais. Mais malgré cet amusement-là, si tu regardes dans le fond des choses, c'était souvent au détriment d'informations plus importantes ou des volets objectifs. Exactement. Donc, c'est ça que je dirais peut-être qu'il a été un peu instrumentalisé, mais je dirais pas que c'est une grosse instrumentalisation politique, mais il y a eu certains éléments qui ont été utilisés pour nous distraire un peu, effectivement. Écoute, moi, si je peux me permettre, je pense que il y en a eu plus que je l'aurais aimé. Il y a eu plus d'instrumentalisation politique à mon point de vue que je l'aurais aimé. Je pense que c'est un peu irresponsable dans une telle situation, justement, d'avoir eu des calculs politiques dans ce contexte-là. Je suis pas aussi positif que vous sur la gestion de la crise. Moi, je pense que je suis plus sévère au point de vue de la note, parce que justement, on les aurait attendus. Allons-y. Est-ce que ça a été bien géré? Je dirais qu'au point de vue des coms, comme gars de com, je te dirais, ils ont fait un sacré beau boulot. Maintenant, si je regarde la façon dont la crise de santé publique a été gérée dans d'autres pays, moi, je nous donnerais pratiquement à peine un 5. Ah ouais? Ouais. Par contre, on a eu un superbe... Tu sais, les Québécois ont été très bons. Dès le départ, très fiers de la population, très fiers du mouvement collectif responsable qu'on a vécu. Hein. Vous vous souvenez à quel point rapidement les gens se sont engagés, ont adhéré, se sont rangés derrière le leadership. Puis ça a été le point fort. Il y a eu un leadership dès le départ, au point de vue de la gestion de crise. Ça a été ça là-dessus. Ils ont eu, dès le départ, là, un 8.5. Cela dit, on dirait que cette énergie-là les a grisés et qu'ils ont pris goût à gouverner sans partage, premièrement. Puis après ça, il y a eu toute cette confusion-là. Regarde, tu faisais état des masques tantôt. Moi, ça, là, c'est un des éléments qui est un grand symbole de la confusion qui a été générée. Puis cette confusion-là est venue directement des shows de 13 heures. On nous a dit dès le départ que le masque n'était pas obligatoire, que c'était... On nous a même dévalorisé le port du masque. Pour, au final, plus tard, en nous donnant pas tout à fait la vérité, pour, au final, nous dire oui, c'est important, sans vraiment assumer complètement la nécessité qu'on le porte, et en nous disant, on vous avait dit ça parce qu'on vous gérait finalement comme des petits-enfants. C'est un peu ça qu'ils nous ont dit, là. Ils nous ont géré ça sans nous donner... moi, tout ça fait que ça a fait beaucoup baisser la note. Jay, je sais pas qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai une question, comme réponse à ça, j'ai une question. Est-ce que tu penses, Denis, que le fait que le Québec ait une population vieillissante, due au baby-boom de plusieurs décennies, a eu un impact négatif, très négatif même, sur au final les résultats nets qu'on peut avoir actuellement? Parce que je pense que quand on compare le Québec avec les restes du pays du monde, on a des résultats très négatifs, mais si on croisait les données des populations vieillissantes de chacun des pays avec les résultats des morts dans chaque pays et le Québec, on fait une mauvaise figure. Présentement, je pense qu'on fait une mauvaise figure, mais je pense que si on relativisait par rapport à la population vieillissante, puis au taux de population vieillissante, je pense qu'on serait peut-être pas si peu que ça. C'est pas par rapport à la population vieillissante, c'est par rapport au foyer pour aînés. Puis c'est ça là-dessus, on a été excessivement mauvais. Ça là-dessus, c'est carrément, on l'a échappé, là. C'était un hécatombe total. Puis ça me fait rire de voir que les élus partent en vacances, tout le monde s'est fait des high-five, le sourire est revenu alors qu'on n'a jamais eu autant de morts de toute notre histoire dans si peu de temps. Je veux dire, c'est terrible ce qui vient de se passer. Je sais pas, je reste avec si j'ai l'impression d'avoir, quand je pense à la crise, j'ai bien plus l'impression d'avoir mordu dans un citron que de vivre un moment où on a été on s'en est sorti d'une façon admirable. Mais ça c'est peut-être mon côté un peu mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça négatif, quand Québec qui chiale tout le temps là. Quand mettons moi je dis 8.5, c'est au niveau des choix au jour le jour de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Dans ma tête, moi je le vois comme ça. Mais c'est vrai que dans la gestion, c'est vrai que là, quand tu dis ça, je suis bien d'accord avec toi, Denis, quand tu dis que au niveau des CHSLD puis des foyers plus pour personnes âgées, genre là, ça c'était vraiment pas cool qu'est-ce qui se passait, puis c'est pas de la saine gestion, puis il y a plein de facteurs qui ont engendré ça. Puis c'est vrai que c'est vraiment pas mal.
Mais c'est surtout, tu sais, moi, quand je te dis J7, c'est que vraiment juste l'affaire du masque, là, je pense que pour moi, ça enlève un point ça fait baisser beaucoup. Ouais. Puis je pense, les gars, avant je sais qu'on va passer aux oppositions, là, dans pas long, mais faut vraiment parler, je pense, du remaniement. Il y a un petit point que je voulais faire, là. C'est que je suis content du changement à l'immigration parce que Nadine Giraud est issue de la diversité. Donc, je pense qu'elle va avoir j'espère qu'elle va avoir une plus grande empathie. Une meilleure sensibilité. Et je suis inquiet, je veux le dire, de M. Jolin Barrette à la justice. C'est quoi qui t'inquiète? Ben, c'est parce que il s'est prouvé être, puis tu sais, il y a le mot Barrette dans son nom, là. Un peu indépendant, là. Un peu une attitude de Gaétan Barrette, mais comme, tu sais, un peu moins, tu sais, un peu moins grognon, là, mais il y a une attitude de Gaétan Barrette dans le sens que il semble très intransigeant dans sa façon de faire son métier, d'occuper ses fonctions. Puis on sent qu'il y a un manque d'émotivité, on dirait même d'empathie. Puis c'est très problématique, ça, parce que à l'immigration, c'est déjà problématique, ok? C'est les nouveaux arrivants, c'est l'image du Québec. Mais la justice, c'est encore pire, parce que la justice, là, c'est des dossiers comme les violences à caractère sexuel, c'est des dossiers comme les familles, c'est des dossiers comme, tu sais. Il n'y a pas le nez directement dans les... Toi, tu penses qu'il pourrait demander un relâchement des mesures ou tu sais non pas à ce point-là, tu m'étonnes là-dessus, René. Je pensais qu'au contraire t'allais me dire qu'il était plus à sa place. Non, mais Denis, c'est parce que Sonia Lebel a tellement fait avancer le dossier. Il y a des grosses chaussures à chausser. Que c'est ça, puis je remets en question, ou du moins il reste à prouver sa capacité de travailler avec les oppositions. Et ça, j'en doute fortement. Est-ce que René a une crotte sur le cœur contre moi Jolin Barrette? Ben, moi, je pense que... C'est ça ma question à toi, Jay. Ben, si j'étais dans les shorts à René, genre, je le comprendrais parfaitement qu'est-ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire, là, ça fait du sens avec... Attends! Ça, c'est le titre! Si j'étais dans les shorts à René! Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui! Genre... Mais j'aime mieux pas trop me faire l'image. Non, mais ça pour dire que genre c'est très cohérent avec la personne que Ronnie est, que je connais de Ronnie. Puis c'est vrai, moi je suis bien d'accord avec le fait que l'espèce de manque d'empathie qu'on est capable de ressentir chez Simon Jolin Barrette, d'avoir cette personne-là avec ce petit sentiment-là qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas ça, c'est cette affaire-là d'empathie, puis de le mettre à la justice dans des dossiers comme les violences à caractère sexuel, ça peut être, c'est bizarre, c'est très bizarre. Ouais, je comprends le point, mais c'est parce que tu sais, c'est pas comme si le ministre pouvait intervenir dans les cas là, tu sais. Non. Fait que la seule chose qu'il pourrait faire, qui pourrait avoir un impact, c'est demander du relâchement. Moi, je pense qu'il va être plus serré, tu sais. Non, mais ça a jamais été une question de dire qu'il allait relâcher les mesures. C'est plus une question de s'il y a des problèmes à régler. Est-ce qu'il va rendre ça partisan? Est-ce qu'il va s'entêter sur genre des points puis des virgules avec l'opposition, alors que le dossier est vraiment pressant? C'est le programme d'expérience québécoise, là, qui veut le réformer en ce moment. Le PEC, tout le monde dit que c'est une mauvaise idée, ok? À la place de ce PEC-là, aller faire le Parlement étudiant du Québec, c'est bien mieux. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est que ce programme-là est excellent, tu sais, puis on dirait que c'est juste parce que c'est un programme libéral, ils veulent comme absolument le réformer, tu sais. On dirait que c'est comme ils en ont une dent, là, tu sais. Mais là, c'est pas à la justice que ça se passe, ça, toujours? Non, je sais, mais il l'a mal géré à l'immigration. Fait que j'ai peur de ça là-dessus, à la justice. Au moins, il est reculé. Au-delà, ouais, c'est ça. Puis au-delà du volet insensible, c'était carrément de l'incompétence. Honnêtement, on l'a vu là. Tu sais, son équipe avait mal travaillé. Il y avait des choses qui avaient même pas été considérées. Je veux dire, le dossier avait été bâclé. Mais par contre, il a pris une leçon là-dedans. Là, il a mal paru là. Tu sais, pour quelqu'un qui a un peu d'orgueil, ça n'a pas dû être le fun là. Fait que j'espère qu'il a pris une leçon. Ouais, peut-être justement qu'il va être un peu plus Ronnie compliant là pour la suite. Donc, wow, ok, avez-vous entendu la voiture passer chez moi? Ouais. Malade, man, je me demandais ce qui se passait. Une belle petite corvette dans ton quartier. Mon voisin qui a sorti sa grosse corvette. Donc, opposition maintenant, comme tu disais, René, Lucien Bouchard fait un don à la campagne de PSPP, un gros 500$ lourd de sens. PSPP qui est Nantel, Bastien et Godreau sont maintenant des candidats officiels pour la course à la chefferie du PQ. La relève de la CAQ pense à une économie verte.
je sais pas qu'est-ce que ça fait dans l'opposition. Reconnaissance faciale à la SQ, considérée comme étant irresponsable selon Marois Risky. L'attribution d'aide à des organismes culturels qui auraient été soumises à une intervention possiblement externe de 2007 à 2008 sous le gouvernement libéral de Jean Charest. Ça, c'est ta gang, ça, Ronnie. Mais je vais quand même poser la question. Tu sais comme ça, t'as avec ça. Mais là, je pose la question à Jay. Est-ce que le don de Lucien Bouchard révèle que l'establishment aurait choisi Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben, moi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Denis, mais à mon sens, Lucien Bouchard ne fait pas partie de l'establishment au PQ. En tout cas, peut-être qu'il en a déjà fait partie. Pas mais nouvelle, hein? Genre, moi, je pense pas que Pauline Marois, en ce moment, fait partie de l'establishment. Je pense même pas que Jean-François Lisée en fait partie. Pour avoir été dans les derniers congrès du PQ, j'ai plus l'impression que ceux qui dirigent un peu le PQ, là, puis en même temps, c'est normal, parce que je pense que c'est Bérubé, ces gens autour de lui, Lebel, puis Harold Lebel, peut-être Harold Lebel, puis Carole Poirier. Puis je dis genre c'est pas mauvais de dire que c'est eux qui font partie de l'establishment, genre même pas de manière péjorative, mais je pense que c'est eux qui sont aux rênes un peu du parti. Puis genre c'est ça, fait que moi quand Lucien Bouchard il fait ça, genre OK, c'est 500$, c'est très encourageant, c'est vraiment une tape sur l'épaule pour PSPP, c'est une bonne nouvelle mettons pour sa campagne, mais je pense pas que ça a de lien avec l'establishment. Je pense que son nom, sa notoriété, ça peut aider PSPP, mais je pense pas que ça a un lien mettons avec Bérubé ou Carole Poirier ou qui que ce soit. Moi, sans parler de... Effectivement, je suis d'accord avec toi. On n'est plus dans l'establishment péquiste. Par contre, on est comme sur un soubresaut de l'ancienne garde un peu plus à droite, là, tu sais. Puis je suis pas surpris de voir que M. Bouchard se tourne souhaite que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a une position beaucoup plus, en tout cas, disons, centriste, si on compare, par exemple, à Godreau. Ça va être intéressant puis peut-être aussi que la position d'un Bastien est un peu épeurante pour ceux, justement, qui veulent sauver les apparences, hein, parce que j'imagine qu'il va, dans une ère où tout le monde est soupçonné de racisme et les inquisiteurs on est entouré d'inquisiteurs, ça se pourrait que Bastien trouve les prochains mois assez difficiles. Fait que c'est peut-être ce qui a orienté la décision de M. Bouchard. Cela dit, moi je pense que l'establishment actuel, ce qu'il veut, c'est Godreau. Moi, c'est ma lecture. Je sais pas. Peut-être. Ben, je sais qu'il y a plusieurs députés. Je sais même pas si c'est du Bas-Saint-Laurent. Je sais même pas comment on dit ça. En tout cas, il y en a une seule. Non, il y a juste voyons, je suis donc bien bête d'avoir oublié son nom. La députée de Gaspésie, là, qui a supporté Perry Melançon, qui a supporté Godreau. Mais t'as raison, peut-être que le gars des îles aussi. Mais je me semble que oui, je me souviens même plus comment il s'appelle, mais genre ce monde-là, dans ce coin-là, me semble, il supporte Sylvain Gaudreau. Je sais pas si c'est parce que géographiquement, sont plus proches, peut-être. Pas sûr, moi, que les électeurs supportent peut-être pas Godreau. Les élus supportent Godreau. Moi, je pense que le danger qu'il y a au PQ, puis Ronnie, je sais que là, en ce moment, tu te sens seul parce qu'on parle du PQ, peut-être que t'as peut-être pas le même attachement puis le même désir de nous parler du PQ, mais moi je pense que actuellement le danger du Parti québécois, c'est que s'il y a un outsider qui arrive, qu'on se retrouve avec un scénario à la Bloc québécois 2 avec Martine Ouellette. Autrement dit, si t'as, pour être plus clair, un Nantel qui débarque puis qui est rejeté par les élus, ceux qui sont élus actuellement, le caucus. Tu penses que ça arriverait? Parce que, mettons que Guy Nantel rentre. Moi, je pense qu'il y a plusieurs gens de la CAQ, peut-être même je sais pas s'il y aurait des gens des libéraux. Je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui aurait envie de voter juste pour ce personnage-là puis de l'essayer comme on essaye comme un bon petit Québécois qui vient de nous autres, là. On a un test. On peut faire un test utilisateur direct. Ronnie, si t'avais un des candidats actuels pour lequel tu trouverais ça soit moins pire ou même que t'aimerais voir arriver en poste au Parti québécois, ça serait lequel? Mais je sais pas, parce que, par exemple, moi, Frédéric Bastien, là, non. Ouais, moi non plus. Pour vrai, je l'aime vraiment pas, Frédéric Bastien. Je trouve qu'il est beaucoup trop pogné dans le passé. Ouais. PSPP, je vais dire la même chose. PSPP, là, m'a déçu, là, mais de façon tellement profonde, là. Quand il a dit
après que Trudeau ait fait sa pause, puis j'en ai parlé, je pense, au dernier épisode, quand Trudeau a fait sa pause là, de 20 secondes avant de parler de pas parler de Trump. Je vous ai entendu là-dessus. PSPP a tweeté, là, genre, qu'il fasse semblant, lui, d'hésiter à envoyer qui hésite de dénoncer l'envoi de l'armée quand son père l'a fait. Ça fait tellement, genre, vieux péquiste, je suis pogné dans le passé, reviens-en, là. Ouais. Ça, là-dessus, là, je suis content que tu rouvres la porte, Ronnie, parce que je vous ai écouté avec Alizé dans cet épisode-là, puis honnêtement, j'ai été un peu choqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. J'ai l'impression que vous traitez pas les blessures des différentes peuples ou des différentes nations de la même façon. Honnêtement, c'est un moment douloureux dans l'histoire des Québécois, l'arrivée de l'armée dans nos rues. Et puis l'autre fois, je vous entendais un peu amoindrir l'effet de cette réalité-là en disant qu'on en revienne. Par contre, vous avez passé l'épisode à dénoncer toutes sortes d'éléments qui fait souffrir d'autres communautés. Je comprends pas pourquoi il y avait cette distinction-là entre les Québécois par rapport à leur moment d'histoire douloureux et les autres moments douloureux qui appartiennent à d'autres communautés. Ça m'a un peu choqué. Ça, je voulais le soulever parce que c'est un réel moment qui a été très, très, très difficile de se retrouver avec l'armée dans les rues, avec des arrêts, avec des arrestations. Comme c'est arrivé. Et je suis tout à fait d'accord, moi, de dire que Trudeau est très mal placé, puis c'est fort probablement une des raisons pour lesquelles il est excessivement prudent puis qu'il joue avec des effets théâtrales pour éviter de parler du fond de l'histoire. Ça, là-dessus, c'est ce que je voulais vous amener là à la discussion de la semaine passée. Fait que toi, t'es d'accord avec PSPP sur ce qu'il dit? Tout à fait. OK, mais tu vois, je respecte ton point de vue, mais mon problème à moi avec ça, c'est que premièrement, d'amalgamer Justin Trudeau à son père. Ça, c'est une chose. C'est pas son père, OK? Ça, tout le monde l'a compris. Moi aussi, je le comprends. Je le comprends. C'est juste que ça le mettait quand même dans une position où s'il allait plus loin, s'il adressait le fond des choses, ça le mettait face aux contradictions. Ben non, parce que la réponse, c'est, écoutez, je suis pas mon père, il a fait ce qu'il a fait en 70. Ben go, alors. Oui, mais c'est parce que, Denis, la raison pour laquelle il parle pas de Trump, c'est à cause de la diplomatie, c'est à cause c'est ça. Puis, pour revenir à ce que tu disais, de la même façon que toi, tu dis que nous, on amoindrit je fais dire que vous l'avez fait au dernier épisode. Non, je sais, mais c'est ça. Mais de la même façon que toi, tu dis que ce que moi et Alizé, on a dit, ça amoindrit. En quoi est-ce que les Québécois sont capables, je vais pas les généraliser, là, je vais pas dire les Québécois au complet. On est tous des Québécois ici en ce moment. Ouais, c'est ça. Je vais dire ceux d'ascendance canadienne, française, mettons, si je disais ça comme ça. Pourquoi est-ce que c'est facile pour eux de reconnaître la discrimination qu'ils ont subie dans le temps, mais que c'est très difficile de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a d'autres peuples qui subissent une discrimination, alors que maintenant, ils ne la subissent presque plus, les francophones. C'est ça. À l'intérieur de la majorité québécoise, je suis d'accord. Puis par contre, tout ce que je suis pas d'accord, c'est puis tu sais, de dire que c'est moins pire là, parce que justement, il y a eu un moment où on a eu un moment d'affirmation où justement on a pris les choses en main. Puis je tiens à dire que ça s'est fait dans un contexte québécois, pas dans un contexte de ce qu'on appelle les deux souches nécessairement. Là, ça donne que la démographie nous amenait un peu aussi à ça là. Tu sais, c'est pas bon. Je veux dire, tu comprends, je veux que ça soit clair. C'est que pour moi, ce combat-là, il a été mené avec l'ensemble des Québécois. L'autre chose. C'est que fuck, j'ai perdu le Tu couperas ça au montage. Oui, je sais, mais je veux revenir là-dessus. Ah oui, c'est ça. L'autre chose, non, je vais le garder de même. L'autre chose, c'est que moi, j'admets pas, par contre, que je suis pas tout à fait d'accord à 100%. Je sais de quoi tu parles, c'est vrai, là, je le rejette pas. Je suis pas assez niaiseux pour le rejeter puis commencer à défendre qu'il y a des gens qui refusent. D'ailleurs, t'as entendu, t'avais Pascal Bérubé qui refusait le terme de racisme systémique, que moi, je reconnais. C'est facile, c'est pas compliqué, là. Voyons, on le voit, là. C'est pas, tu sais, puis ça nous enlève rien puis ça fait pas si mal que ça de le reconnaître. Ça veut dire c'est une réalité canadienne, c'est une réalité québécoise, puis bon, on est bien mieux de le reconnaître si on veut avancer. Donc,
pour être conséquent avec ce que je viens de te dire, je suis pas si sévère que ça sur le fait de savoir que on a des réticences à l'accepter ou à le reconnaître. Oui, il y a des certains individus qui ont fonction, par exemple, d'un positionnement politique, osent pas le faire parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être décevoir ou se mettre à dos un électorat. Puis tu sais, on sait qu'au Parti québécois, ça là-dessus, vois-tu, j'ai l'honnêteté de reconnaître, mais je suis pas d'accord de trop généraliser là-dessus. Mais alors pourquoi? Désolé Jérémy, là, je peux te laisser embarquer aussi là. C'est juste que alors pourquoi la solution c'est on va faire un comité qui est dirigé par les 2 personnes racisées du gouvernement. C'est ce qu'on appelle un peu de la tokenisation. Mm-hmm. Genre, on va mettre les 2 noirs du gouvernement en charge. Un comité dont on n'a pas besoin parce qu'il y a tellement de rapports qui ont été produits là-dessus. Il y a tellement de solutions. C'est même le PQ en avait des solutions. Ah ouais, il y avait 20 mesures qui étaient quand même des bonnes mesures. Qu'on ait pigé là-dedans, qu'on ait pigé dans le rapport du racisme systémique de l'OCPM qui vient de sortir à Montréal, tu sais, je veux dire, on a-tu vraiment besoin? Puis après, tu leur dis, vous avez 3 mois. En septembre, je veux des affaires. Mais d'ici septembre, tu peux mettre bien des affaires en place. C'est qu'on dirait qu'ils mais t'as raison, pas c'est vrai, par sérieux. exemple. Non, c'est vrai que là-dessus, par contre, j'éludais dans ma réponse. J'en conviens, là, la réaction même caquiste. T'as raison. C'est peut-être un petit peu plus large que... Puis tu sais, juste pour ajouter là-dessus, parce qu'on a un point, là, sur la reconnaissance faciale à la SQ, tu sais, Marois Risky a dit que c'est irresponsable, puis je suis d'accord avec elle. Puis il y a un point qu'il faut parler, là, de la reconnaissance faciale, c'est que la technologie, elle est pas à point. Et elle fait de la discrimination raciale. Ça a été testé, là. Ah ouais? Amazon, la technologie, elle identifie mal les peaux plus foncées. Oui, je le savais, puis ça fait longtemps, ça. Il y en a. C'est ça. Des fois, tu vois, les détections sont même pas... Tu vois, sur une photo de groupe, t'as des détections sur tous les visages blancs, puis tous les visages noirs sont racisés. Faut que je fasse attention, je pense, à la façon dont je le dis, mais tous les visages racisés, la détection fonctionnait pas. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais effectivement, j'ai vu que ça avait été... c'est des problématiques. Jay, qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter par rapport à tout ça? Ben moi, pour eux, j'ai un peu perdu parce qu'on parlait de PSPP. Après, on a parlé de Marois Risky et de racisme Vraiment. Non, c'est vrai, on est parti. Okay. Je vous écoutais, j'avais du fun. On revient on va revenir un peu à, c'est que René disait que PSPP l'avait un peu déçu parce que j'y ai demandé, regarde, on le fait le film, on est en train de moi ce tweet là, j'y ai demandé c'est qui ton candidat au Parti québécois. Finalement t'as pas répondu, René. Ouais, mais je m'en allais vers là. T'as juste dit que t'aimais pas PSPP, puis là après ça on s'est emporté dans le sujet qui fâche tout le monde de ce temps-là. PSPP puis Bastien que j'aime pas. Ouais. Nantel, il m'intrigue. Parce que jusqu'à maintenant, je suis pas 100% sûr de ce qu'il propose. Il est pas encore tout out there. Fait que ou du moins j'ai manqué beaucoup de bouts peut-être. Non, je suis d'accord avec toi. Il a dit. Fait qu'il y a encore un peu de mystère. Ah oui, il reste des choses à savoir. Puis Gaudreau, c'est l'establishment, mais en même temps, il a toujours été très pro-environnement. Ouais. Puis ça, je pense que le PQ pourrait prendre le créneau de l'environnement. Fait que je pense que même après avec Blanchet là, Anticosti pis tout ça, je pense que puis la cimenterie là par Daniel. Ouais, je pense que quand même le PQ pourrait avec quelqu'un comme Gaudreau qui a une crédibilité, je pense, en environnement. Je vais t'envoyer je t'envoie la POC là, Jay, parce que c'est ton tour de parler, puis on est curieux de t'entendre suite à ça. Mais je veux juste raconter une anecdote, ok? Une chose que moi j'ai vécu dans un congrès au PQ, justement dans le temps de Madame Marois. Il y avait eu une motion lors d'un congrès où on proposait aux membres de s'opposer à l'exploration pétrolière dans le fleuve, tu sais. Puis là, juste avant que la motion se vote, là, il y avait eu un petit mouvement de panique. T'avais vu des employés du parti grenouiller un peu partout sur le plancher. Là, ça se jasait, tout ça. Puis là, il avait fait modifier la motion pour dire à partir de la pointe est de l'île d'Anticosti jusqu'à, par exemple, à Ottawa, jusqu'à Gatineau. Fait qu'au final, ce que le PQ nous disait, c'est qu'il refusait l'exploration pétrolière où ce qu'il y en a pas. Il acceptait par contre où ce qu'il y en avait.
Ouais, mais c'est ça. Puis moi, J'avais trouvé ça d'une hypocrisie absolument fabuleuse. Je te laisse. puis c'est ça, c'est que moi, je pense que même si Gaudreau, mettons, il rentre, puis qu'on le sait, il est vraiment là pour des convictions environnementales, puis genre, c'est vraiment le fun, c'est cool que ce soit comme ça. Je pense que ces convictions environnementales-là ne seront pas capables de surpasser la mauvaise réputation que le PQ a au niveau de l'environnement. Je suis d'accord. Malheureusement. Même s'il voudrait changer ça, même si on voudrait changer ça, je pense que le PQ a une mauvaise réputation de l'environnement. Même en 2018, moi, le programme en environnement du PQ, là, j'étais bien fan de ça, puis j'étais bien d'accord, puis pour moi, je voyais pas grande différence entre Québec solidaire puis le Parti québécois au niveau de l'environnement, mais la différence majeure, c'était juste au niveau de la notoriété, au niveau de la réputation. Québec solidaire a une bonne réputation au niveau de l'environnement. Le Parti québécois a pas une bonne réputation au niveau de l'environnement. Fait que tu mets quelqu'un environnementaliste, genre, c'est juste au niveau c'est culturel, comme c'est juste, c'est plate, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Puis c'est une des raisons pourquoi je disais, tout de suite après 2018, que moi j'étais gros dans l'idée de, faut essayer de rechanger ça, genre, je sais pas jusqu'à où on peut aller dans le changement du Parti québécois, mais genre, il faut réfléchir au fait que le Parti québécois a une mauvaise réputation, puis il faut essayer de changer ça. Puis de juste changer une personne à la tête, est-ce que ça va être suffisant pour changer ça? Puis ça dépend c'est qui, ça dépend pourquoi, puis ça dépend de plein de choses. OK, on a assez parlé de l'opposition au Québec. On va parler maintenant du... attends, y avait-tu des choses que tu... Non, c'est bon, on a couvert pas mal tous les points qu'on voulait amener. Fait que je vous amène au Canada maintenant, dans le pays voisin. On traverse les frontières. On traverse les frontières où les employeurs négligents vont être punis. C'est ce que nous dit. Les employeurs négligents vont être punis. C'est ce que nous dit Justin Trudeau. Ottawa qui assouplit ses exigences envers les pétrolières en raison de la pandémie. C'est bad. C'est pas cool, ça. Big deal, je sais pas, on va essayer de la comprendre. Le dernier engagé public qu'on a enregistré, c'est le contraire qu'on disait. Il y avait un article qui était sorti pour dire que Trudeau, il allait relancer l'économie, mais de manière verte, puis que là, on y croyait, là. Bon, j'y crois, mais là, c'est pas ce qu'on entend. Effectivement, ce que ça me fait dire, c'est qu'on est toujours dans the song remains the same, tu sais, au c'est qu'ils ont de l'influence, ils ont du pouvoir, puis ils ont de l'argent. Ça fait. Veut dire, là, toutes les raisons sont bonnes pour pomper. Anyway, défaite à l'ONU, Trudeau refuse de parler d'échecs et de son bilan politique étranger. Écoute, la politique étrangère du Canada, c'est vraiment triste. Quand j'ai entendu qu'on avait encore une fois manqué échappé notre place, j'étais comme voyons, décès dans les CHSLD, échec des provinces, ça c'est Trudeau qui le dit, c'est baveux, c'est un statement qui va faire brasser un peu. Monsieur Legault a pas dû la trouver facile à avaler. Je suis d'accord, pareil. Moi aussi, je l'ai dit tantôt. Jack Mead qui refuse de s'excuser pour avoir traité le député bloquiste à l'intérieur de raciste. Je me demande jusqu'à quel point il y a une nouvelle là-dedans, mais en tout cas, Ronnie, est-ce que l'équipe de SIG ou l'équipe de Terry... Hein? Ah! Excuse-moi, j'ai mal lu la question de François. Excuse-moi, François. Excusez-moi, chers auditeurs. J'ai mal lu la fiche d'information. Ronnie, est-ce que tu es de l'équipe SIG ou tu es de l'équipe Terrien? Et explique-nous pourquoi. Je l'avais pas eu cette discussion-là la dernière fois, mais en tout cas, je te laisse. Non, mais je choisirais pas d'équipe, mais c'est certain que sur le fond de la question, et non, quand je dis fond de la question, je parle pas du racisme de l'intérieur, je parle de les violences à la GRC et le racisme systémique. Je suis d'accord 100% avec Jagmeet Singh. Et sa motion, tu sais, était bien pensée, tu sais, c'est bien qu'il fasse ça. Mais le chef du bloc l'avait reconnu, non? Mais oui, mais c'est ça, le bloc a jamais nié le racisme systémique, c'est pas ça qui est spécial. L'affaire, c'est que la colère, je pense, de Jagmeet Singh est justifiée. Parce que Alain Terrien a rejeté la motion, il parlait au nom de son parti qui a décidé de rejeter la motion, et lui, en tant que leader, se doit d'exprimer la voix. Mais il a fait comme un mouvement. Ouais. C'est comme s'il tassait la motion. C'est ça, tu sais. Puis ça, c'est comme pour quelqu'un qui est racisé, tu sais, qui est passionné. Puis tu sais, Jagmeet Singh, là, pour lui, c'est important. On l'a vu. Il a vécu tellement d'affaires. Tu sais, c'est. Puis moi, honnêtement, c'est le genre de politicien que j'aime beaucoup parce que il est en politique pour les bonnes raisons. Tu sais, il est avocat de formation, il pourrait faire plus d'argent. Tu sais, il y a aucune raison d'être là. Tu sais. Puis c'est ça. Donc il y a ça, mais je pense que en utilisant le mot raciste direct de même, puis surtout en refusant de s'excuser en chambre parce que, tu sais, j'ai entendu beaucoup de gens dire par exemple que
Jack Meeting qui se fait sortir de la chambre, c'est encore un exemple de discrimination contre une minorité. Ça, c'est là où un peu que je décroche parce que cette règle parlementaire s'applique à n'importe qui. Tu sais, la présidence te dit de t'excuser, tu le fais pas, ben tu sors. Tu sais, ça s'est arrivé à des députés, des députés de couleur, pas de couleur, c'est arrivé à tout le monde. C'est ça. Il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai été... ce que je trouve là, encore plus fascinant dans toute cette histoire-là, c'est les réactions sur les médias sociaux, puis de voir à quel point les gens adoptent une vérité qui alimente leur propre narratif ou leur propre orientation politique. Puis ça, je trouve ça décevant. On n'arrête pas de tu sais, puis je te dirais que c'est principalement chez les gens qui dénoncent ce qu'on voit aux États-Unis actuellement, ne serait-ce que chez Trump, où justement justement c'est constamment les discours sont toujours basés sur des mensonges ou sur des demi-vérités. Puis là, ben on avait l'histoire qui sortait tout croche partout. Ce que là, tu sais, puis je suis pas en train de justifier. Moi, je cherche pas à excuser le geste d'Alain-Terrien, qui je pense qu'en réalité est un des éléments qui a effectivement vraiment blessé Jack Mead dans ce contexte-là, parce qu'il a vraiment fait un geste comme si c'était pas important, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'au point de vue des valeurs, Jack Mead était très, très, très impliqué dans c'est un dossier qui lui tenait à cœur, tu sais. Ça l'a blessé, puis je peux comprendre, mais c'est même pas sûr. Un peu comme toi, moi aussi, je regarde un peu toutes les réactions autour dans ce dossier-là, puis c'est de voir à quel point les narratifs ont commencé à se construire sur Internet, puis sur Facebook, où ce que là, on amenait seulement une partie des faits et on venait appuyer sur cet aspect-là, puis là, on avait comme enfin une façon de pouvoir se chicaner d'un bord puis de l'autre, comme si les faits avaient aucune importance et que ce qui comptait, c'est les leviers de chicane. Ouais. Tant qu'on a des leviers de chicane, Christy qu'on est bien, Christy que c'est le fun. Il y a des racistes d'un bord, il y a des, je sais pas, il y a des woke l'autre bord, puis là on chicane. Ah, come on. Cependant, Denis, puis après j'aimerais ça entendre Jay là-dessus aussi. Ouais. Je vais dire une chose. Le terme raciste est perçu, on dirait que pour quelqu'un, là où je suis peut-être un peu moins d'accord avec quelque chose, c'est que en soi, raciste, ça devrait pas être considéré, quand tu dis à quelqu'un qu'il est raciste ou que, tu sais, il a dit quelque chose de raciste, ça devrait pas être considéré comme une insulte envers la personne. Mais dans le sens que, non, dans le sens que on a tous des préjugés inconscients. Il y en a qui en ont des conscients, il y en a qui en ont des inconscients. Puis si quelqu'un manifeste un préjugé inconscient, je vais le coller, tu sais, je vais lui dire, hey, ça c'est raciste. Ouais. Ben, là, t'es en train d'être raciste. Tu touches vraiment un bon point. Excuse-moi, je veux intervenir là-dessus, mais j'aime beaucoup premièrement, l'ouverture dont tu fais preuve dans ce contexte-là, j'aime ça. Puis deuxièmement, c'est un élément important que tu viens d'amener. Puis raciste, ok, quand tu regardes la façon que ça a été utilisé, puis quand tu regardes c'est quoi les références qu'on a dans le passé, je veux dire, tu peux seulement trouver pire, là. Je veux dire, Christy, c'est des meurtriers, c'est des gens qui... Oups, non. On l'a-tu perdu, Denis? Ouais, j'ai un problème avec mon réseau. Denis est revenu. Ouais, excusez-moi. Ce que je disais, raciste, quand tu regardes les associations qui nous, en termes d'image, qui nous reviennent, ben là, si on part des années de la Deuxième Guerre jusqu'à maintenant, on n'a pas des beaux exemples, c'est pas le fun. Non, c'est ça. T'as pas envie d'être associé au racisme. Fait que, on comprend, là, que ça soit perçu comme une insulte. Cela dit, lorsque c'est poussé comme une accusation et, comme un état de fait qui est absolument incontournable, et non comme, justement, un biais potentiellement possible. Moi honnêtement, là, je vais bien mieux vivre dans ma réalité et être conscient de mes biais inconscients, tu sais, justement, avoir de moins en moins de biais inconscients pour, justement, être face à une réalité que rester campé dans un mensonge où ce que je vis finalement dans le fond d'une caverne, puis je me rends même pas compte de mes propres mensonges. Quoi qu'il en soit, par contre, si la seule façon dont je peux être confronté à ce que j'ai à améliorer, ce sont les pires insultes de l'histoire, ben, je serais jamais porté à aller les confronter, à aller les regarder en face, parce qu'en réalité, je vais me mettre devant la cible pour être lapidé. Donc là, il faut qu'on change cette dynamique-là, tout le monde entre nous, là, vraiment, là, tu sais, puis je parle pas de nous trois, je parle collectivement. Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir avancer. Jay, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Mais c'est ça. Moi, je le vois pas comme Ronnie, dans le sens où, parce que Ronnie, c'est ça, il fait preuve d'ouverture parce que pour lui, quand on va dire, OK, tel comportement est raciste, c'est pas comme une insulte. Moi,
Fait que c'est correct que tu le vois comme ça. Moi, au contraire, je le vois plus comme, genre, mettons, quand je vois quelqu'un traiter quelqu'un d'autre de raciste, pour moi, c'est genre l'insulte suprême. Genre, tu peux le traiter de petite cave, de sans dessin, mais de raciste, c'est comme, pour moi, ben, c'est peut-être moi qui fais l'erreur d'interpréter ça comme ça, mais moi, je l'interprète vraiment comme étant tous tes actes et toute ta personne fondamentalement est mauvaise, est raciste et se relie à tous les autres actes racistes de Coca puis de tout ce que tu voudras de vraiment fondamentalement sans pas distinction. correct. Fait que moi je l'entends plus comme ça, mais de faire référence au fait que mettons tel agissement ou tel biais inconscient lui fait preuve d'une espèce d'intolérance. Juste là on n'a pas dit le mot raciste, puis je pense qu'il y a un meilleur dialogue qui peut se faire, une meilleure communication de OK, telle personne sans même se rendre compte a fait de quoi qu'on peut considérer comme étant inacceptable, de quelque chose comme raciste, de quelque chose d'intolérance, mais que ça fait pas de cette personne-là comme étant une personne fondamentalement raciste, mais que irrécupérable, mais que cette personne-là peut apprendre de cette erreur-là et changer son comportement. Mais ça, c'est vraiment des compas culturels, sociaux de très très long terme. Puis c'est important de les faire, mais de là à tomber dans D'où le systémique. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, je peux donner un exemple là, de racisme systémique. Mettons, je travaille dans un resto, OK, puis j'ai 10 employés. Moi, mettons, je suis le patron, OK. Je te donne un exemple ben simple, rapide. Je suis le patron d'un resto, j'ai 10 employés, il y a un employé qui s'en va. Moi, je préfère engager, mettons, un ami d'un employé que mettre des affiches partout pour essayer d'en avoir un autre, ça va me coûter plus cher. Fait que je demande à un de mes employés, mon employé s'appelle Bob. Je dis, yo, Bob, t'as-tu quelqu'un à me suggérer, un ami qui chercherait une job? Là, il me propose quelqu'un, cet ami-là est blanc, parce que Bob était blanc, OK? Puis Bob, généralement, comme humain, il essaie de se rapprocher de personnes qui lui ressemblent. Fait que homme blanc, Bob, il va me suggérer, en général, un homme blanc qui lui ressemble parce que c'est un des amis proches de lui. Fait que là, Bob, il me suggère Robert. Moi, j'engage Robert. C'est beaucoup plus simple économiquement pour moi, pour mon resto. Je l'engage, problème réglé. Dans cette histoire-là, il y a eu aucun comportement raciste, mais ça fait qu'une personne issue de l'immigration, issue de la diversité, va se voir défavorisée de ce système-là. Puis c'est ça, pour moi, le racisme systémique. C'est intéressant comme point. Oui, c'est intéressant, mais en même temps, Jay, je suis pas d'accord quand tu as dit qu'il y a eu aucun comportement raciste parce que, OK, l'affaire là, c'est que pendant des années, les gens qui se faisaient traiter de racistes voulaient juste prouver qu'ils étaient pas racistes. Fait que, tu sais, la fameuse « je suis pas raciste, mais », on l'entendait souvent. Mais là, on est rendu à un point où est-ce que juste dire que t'es pas raciste, c'est pas assez. Dans le sens que on veut maintenant que les gens, puis ça, je trouve ça bien, en fait, c'est que on veut maintenant que les gens qui disent qu'ils sont pas racistes soient pas juste des spectateurs, mais soient des alliés et contribuent à la lutte contre le racisme. Et moi, je pense que le Bloc, par exemple, le Bloc québécois, peut-être inconsciemment, tu sais, je dis pas que le Bloc québécois intentionnellement a fait des choses, tu sais, mais je pense que à travers certaines idées, à travers certaines ils font des choix politiques eux autres aussi là par rapport exactement à travers ça là aussi là. Exactement, à cause de ces choix électoraux là, tout ça, je crois qu'ils ont contribué à faire croître cette discrimination systémique là. Et là, et comme d'autres gouvernements d'ailleurs là, mais maintenant c'est de faire une lutte active et participer à cette lutte-là avec les branches de la population qui sont les discriminés. Je veux pas qu'on règle finalement toute la discussion, mais il reste une chose, puis dans ce que tu dis, j'aime beaucoup tous les points que tu amènes, Ronnie, puis c'est quand tu dis il faut qu'on peut plus se permettre juste de dire moi je le suis pas puis de rester en marge. Le seul problème c'est quand le débat finalement qu'à chaque fois que quelqu'un essaye un peu d'entamer le sujet, finalement on se retrouve entre gens qui ne cherchent d'un extrême à l'autre qu'à se blâmer, t'as pas envie, tu sais, on peut comprendre que les gens de bonne volonté à travers ça dans tous les sens, partout, aient pas envie de venir se mêler de ça puis de se dire, regarde, on va remettre ça plus tard, là, on va laisser les extrémistes se chicaner, puis un jour on aura la discussion où pendant ce temps-là on vivra en harmonie autant qu'on peut, tu sais. Fait qu'en tout cas, puis juste ce qui est sûr, c'est que de se lancer des insultes d'un côté puis de l'autre, puis je suis pas en train d'accuser là ceux qui seulement ceux qui traitent de racistes ou c'est des deux bords là, c'est qu'à un moment donné ça devient imbuvable comme ça dérape, situation sur les médias sociaux. Ça sert à rien. Caroline, puis un dernier point là, peut-être, c'est que la notion que tu dois abandonner ton privilège, c'est la pire façon de lutter contre le racisme. Ce que tu dois faire, c'est utiliser ton privilège pour
aider à lutter. Par exemple, Ben Mulrooney, le fils de Brian Mulrooney, il travaille pour la CTV. Il est animateur d'une émission de variété. Il bénéficie de quelques privilèges, lui. C'est ça. Et lui a démissionné comme host du talk animateur. show animateur, pardon, oui, pour laisser la place à une personne racisée. À première vue, tu te dis, c'est vraiment hot, tout ça. Mais là, il a annoncé que c'est ce qu'on appelle un diversity hire, fait qu'une personne qui va être embauchée juste parce que c'est une minorité. Puis 2, il fait rien pour avancer la cause. Il fait juste comme, moi, à la place d'utiliser ma position de pouvoir pour faire, tu sais, peut-être inviter plus de personnes racisées, les entendre, je vais juste comme faire ce petit move de PR-là. Et ça aide pas. Tu sais, lui, il pense qu'il aide, mais dans le fond, il nuit plus qu'il aide. Fait que je pense que les personnes non issues de la diversité qui veulent contribuer à la lutte doivent être outillées, puis il faut qu'on arrête de leur dire genre abandonnez votre privilège, sens-toi mal d'avoir du privilège. Non, prends ton privilège puis utilise-le pour contribuer à faire avancer la condition de ceux qui sont délaissés par le système. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas juste de dire moi j'ai une job trop payante, mais je vais démissionner puis que quelqu'un d'autre la prenne. OK, j'aimerais ça gratter une personne. Ouais. Mais comme t'as fait quoi pour le reste, tu sais? Ouais. C'est ça l'affaire. Est-ce que la vision que tu nous exposes, Ronnie, c'est quelque chose que tu constates comme étant majoritairement partagé au sein de la communauté à Montréal, où je parle des Montréalais, là, je parle pas des communautés arabes ou de n'importe quelle autre communauté. Ouais. Je parle vraiment à Montréal. Est-ce que c'est une vision qui est partagée, ce que tu nous exposes? Moi, je te parle vraiment comme gars de Charlebourg, là. Oui, absolument. Ben, écoute, Denis, ce que je te dirais, c'est que, dans le fond, tu vois, là, que ce soit à Montréal, que ce soit à Toronto, tu sais, que ce soit dans les grandes villes, là, tu vois, par exemple, le chef de police de Toronto, Mark Saunders, est noir, il est démissionné. OK? Puis il dit que c'est pour des raisons de famille, tout ça. Mais sous Mark Saunders et John Tory, la condition des minorités, là, il y avait un chef de police noir, elle s'est pas améliorée, tu sais. Le carding, là, ça a continué. Puis à Montréal, c'est pareil, tu sais, le chef de police, c'est un homme blanc, tu sais, il y a des rapports qui sortent sur le racisme systémique, tout ça, mais il y a aucune voyons, qu'est-ce que j'allais dire, le SPVM, pas d'amélioration. C'est ça, le SPVM lui-même reconnaît pas le racisme systémique. Les policiers veulent pas porter de caméra parce qu'ils ont peur de se faire surveiller. Ce qui est ridicule. Surtout ça quand devrait tu vois être national. Quand tu vois en plus le style de courage dont nos forces de l'ordre ont fait preuve dans les dernières années, je peux te dire, moi, que je leur en mettrais toute une caméra. Ils cachent leur numéro d'identification, ils battent les adolescents. Garde, oublie ça, là, quand ça devrait être national. Ça devrait être national. Toutes les polices du Québec, sans exception, devraient porter des caméras portatives. C'est pas juste pour les situations de racisme, c'est les situations de un policier qui est agressif. Peu importe. Puis ça les protège eux aussi. Parce que s'il y a quelqu'un qui est agressif envers eux, ben on a une preuve que l'autre personne a été agressive. Fait qu'il y a aucune raison que tous nos policiers soient pas munis de caméras portatives. Et ça me révolte, là. C'est une des choses qui serait tellement facile à faire. Puis qu'on fait ça se fait déjà dans d'autres pays. Genre, oui. je veux dire, le nombre de fois sur Facebook, on voit des vidéos où des caméras sont dans les chars puis qui tuent d'autres chars. C'est ça, professionnel. Puis genre, en tout cas, genre, ouais. C'est ça. Tu sais, c'est une question de professionnalisme puis c'est comme si en réalité ils protégeaient leur droit à être des bullies puis à intimider, tu sais, puis de se servir de l'intimidation pour faire leur travail plutôt que de se servir de techniques de protection de la population, tu sais, qui sont légitimes. Moi, ça, je suis... mais tu sais, la seule raison pour laquelle, par contre, j'insiste pas sur cet aspect-là, dans le cadre, par exemple, de ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est que je veux pas qu'on fasse dévier le sujet. C'est qu'en réalité, de dire, il y a un problème, effectivement, pour la communauté noire, puis j'ai pas le goût que soudainement on dise « Ouais, mais là, c'est une question de travail de brutalité policière. » Oui, mais là, attends un peu, OK? Il y a quelque chose de très précis qui vient de se passer, puis je pense que ça vaut la peine qu'on aille au bout du sujet sur justement la discrimination dont la communauté noire est victime. C'est juste que tous les sujets qui se mettent à noyer l'élément qui a déclenché un peu cette discussion-là, pour l'instant, je pense qu'il faut être prudent. Cela dit,
c'est clairement encapsulé cette affaire-là à l'intérieur d'un problème de brutalité policière généralisée et de manque de professionnalisme. Puis c'est moins pire là d'un service de police à l'autre, ça peut être moins pire. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que je veux pas, tu sais, on repartira, on fera pas en plus le... Ouais, on pourrait faire un épisode complet juste là-dessus. Juste sur ces aspects-là. On vit une belle époque. C'est merveilleux. On va passer maintenant du Canada aux États-Unis où tout va beaucoup mieux. Parce que Joe Biden prend le large devant Donald Trump. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Moi, j'espère que... Moi, je veux juste pas que Trump soit réélu. C'est juste ça. C'est une mauvaise bonne nouvelle, ça. Ben, ouais, hein? Genre, je veux dire, genre, OK, on l'aime tous pas, Joe Biden, mais mettons que Donald Trump, c'est un 1, ben lui, c'est un 1.2. C'est genre, c'est quand même un petit peu mieux. C'est moins pire. En tout cas, selon les sondages du New York Times, 50% versus 36% en faveur de Biden. Le juge permet aux mémoires de John Bolton, puis là c'est drôle que je dise ça, le juge, je sais même pas c'est qui, mais c'est écrit de même, il y a un juge en tout cas, qui permet aux mémoires de John Bolton d'être publiées malgré l'objection de l'administration Trump. John Bolton nous dit que Trump a directement lié l'aide à l'Ukraine à l'enquête de Biden. Ça, je pense, c'est une chose qui est quand même assez qui a été quand même assez établie, non? Je suis pas ça, mais c'est une chose qui m'apparaissait comme vraiment déjà clarifiée. C'est plus l'affaire avec la Chine, là, la controverse. Il y en a-tu, là, en ce moment? Une foule plus petite que prévu s'est retrouvée au rassemblement de Trump à Tulsa. On parle de 6 000 au lieu du million promis. Excusez-moi, je ris quand je lis les notes. Je lis les notes, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est une blague que François a voulu me faire, mais effectivement, c'est vraiment une chose que Donald Trump a dit. Il avait dit, on va être 1 million. C'est le fun parce qu'il n'y a pas le sens de l'exagération. Les Zoomers, c'est tantôt, tu me disais ça, Jay, tu disais c'est quoi les Zoomers? C'est des abonnés de TikTok et les fans de K-pop qui sabotent l'événement en réservant des billets. Est-ce que ça a été démontré, ça, ou c'est resté sous Oui, OK. Wow, c'est merveilleux. J'adore. 568 morts aux États-Unis en 24 heures. Donc, puis en même temps, on a Trump qui demande à ce qu'on ralentisse les dépistages. Ça, c'est un peu comme dans le film Les Ripoux, à un moment donné, quand Philippe Noiret il apprend à Thierry Lhermitte, les personnages, qu'il faut qu'ils slackent un tour sur les arrestations, sinon ils vont faire passer leur quartier au top des quartiers les plus dangereux de Paris, tu sais. Ben, on a la même chose. Si on veut diminuer le nombre de cas, c'est facile, on n'a qu'à pas les détecter. Déconfinement, le monde est entré dans une phase dangereuse, dit l'OMS. Maintenant, on fait quoi avec tout ça, Jay? Peux-tu nous expliquer c'est quoi un Zoomer? Non. tu l'as dit tantôt. Moi, pour elle, tout le monde est sur TikTok. Tous mes amis sont sur TikTok. Moi, j'ai pas TikTok. Moi, l'histoire de ma vie, c'est d'être en retard de 4-5 ans sur tout. Toi, là, sur TikTok, tu serais une vedette incontestée, man. T'aurais 15 millions de followers. Tu devrais, Jay, pour Le pire, c'est que je suis sûr que j'aurais du fun. Mais ce qui me bloque, genre, j'avais installé l'application dans mon téléphone. Je l'ai jamais ouvert. Juste de me créer un compte puis de prendre la peine de savoir comment ça marche. Juste ça, là, je suis trop lâche. Je préfère, je fais d'autres choses. Je m'en vais jouer au tennis. Je m'en vais jouer au soccer avec mes amis. Genre, juste ça. Je pète le pied. Je vais mettre le pied. Peut-être qu'à un moment donné, je vais sûrement le faire parce que ça va me tenter, mais c'est ça. Pour l'instant, je passe mon tour. Il y a des nouvelles fonctionnalités sur Instagram qui sont en train de voler le mode de fonctionnement. Tu vas peut-être pouvoir c'est intéressant, tourner vers ça. Des vols. Ouais, hey, tu vois, hein, quand vous êtes en train d'écouter un gars qui a pas full le goût de parler des États-Unis. Qui se tourne vers les médias sociaux à la place. Mais Ronnie, une référence au ripou ici. Ronnie, toi, t'es-tu en mesure de nous l'expliquer c'est quoi un Zoomers? Moi, je suis juste déprimé à l'idée qu'on s'appelle des Zoomers. Je suis tanné d'être sur Zoom. Je suis tellement tanné, là. Aujourd'hui, les bars sont ouverts, là. J'ai tellement hâte d'aller dans un bar, là. Tu t'en vas-tu dans un bar après l'épisode? Non, pas aujourd'hui, mais en fin de semaine, là, on va essayer de faire ça. Ou la semaine prochaine ou plus tard, là. Mais je suis tellement tanné, là. Mais c'est tellement génial que les nouvelles technologies peuvent troller le président des États-Unis. C'est vrai. Comme rendre son... Tu sais, je veux dire... Son rassemblement sur toute la ligne, c'était un shit show. Premièrement, il a promis 1 million. Deuxièmement, il a choisi Tulsa. Ça, c'est raciste en passant. Choisir Tulsa,
C'est très raciste. Je connais pas. Ensuite, parce que Tulsa, c'est le site d'un des massacres de Noirs aux États-Unis les plus violents de l'histoire. Je savais pas. Et Trump l'a choisi de façon très, très consciente. Donc, pour flatter son espèce de base Raciste, extrémiste, fasciste. Ouais, voilà, exact. Wow. Et en plus, il faisait signer une décharge aux gens pour que si jamais ils pognent la COVID-19, ils ne peuvent pas se plaindre contre la campagne de M. Trump. Et il y a des gens qui ont vraiment signé ça. Et finalement, le plus drôle, ben c'est pas drôle, mais c'est drôle en même temps. Juste avant le rassemblement, on a appris que 6 des staffers qui travaillaient sur le rassemblement ont pogné la COVID-19. Tu sais, sur toute la ligne. Puis là, en plus, il s'est fait troller par des gens sur TikTok. C'est comme... T'es-tu sérieux? C'est hilarant. Ça, moi, quand j'entends ça, je me console parce que je me dis, hostie que je fais bien de pas suivre la politique américaine puis de mettre ça dans mes dernières actualités, genre, man, genre, ça, Trump, là. Tu préserves ta santé mentale. Ah ouais, genre. La seule chose que je check, c'est les Trump. intentions de vote pour que Joe Biden gagne. C'est la seule chose que je Mais check. c'est pas juste Trump. Joe Biden, il va sur des émissions de radio puis il dit aux Noirs, si vous votez pas pour moi, vous êtes pas des vrais Noirs. Ouais, je le sais, j'ai vu ça. Comme... Mais, genre, mettons, overall. Mais, genre, tu sais, dans NHL, t'as de l'attaque, t'as des gardiens, t'as de la défense. Overall, Joe Biden, il va être un petit peu meilleur que Trump. Mais, genre, c'est vraiment pas mon candidat. Pis ça, tu sais, on s'en est déjà parlé, là. Genre, moi, j'avais envie que ce soit Sanders. Il était peut-être... moi, là, arrête. Si tu savais comment ça me frustre. J'aime tellement Bernard Sanders, là. Et alors, Anyway. Mais pour parler rapidement là, des États-Unis, je pense que la situation là-bas, tu sais, moi aussi, je suis un peu plus déconnecté, mais je trouve que il y a comme un... C'est majeur ce qui se passe là-bas. C'est vraiment, je pense que j'irais pas peut-être jusqu'à la guerre civile, mais moi, j'y ai pensé quelques avec fois. avec une escalade assez rapide ou peut-être même progressive, mais on pourrait aller vers là éventuellement. Puis c'est très inquiétant parce que puis je pense pas qu'il faut se comparer pour se consoler parce qu'au Canada on a des problèmes puis au Québec on a des problèmes surtout avec les autochtones, tu sais, mais les États-Unis là c'est juste comme c'est un pays tellement fracturé puis c'est dommage parce que sur papier, tu sais, avec leur histoire, la façon dont le pays a été formé, tu sais, la constitution, c'est tellement un beau projet. T'as juste à regarder Sarajevo. Ben oui, t'as raison, ça pourrait être un modèle. Excuse-moi, là, j'arrête mon point sur Sarajevo, mais non, mais t'as dit une chose. Non, mais continue sur Sarajevo, avec laquelle je suis tellement d'accord, c'est quand tu regardes en réalité le génie de la Constitution, tu te dis, voyons, tabarnak. Mais sinon, juste pour revenir sur la possibilité d'une guerre civile, la guerre dans Sarajevo en 84, c'était l'harmonie totale aux Jeux olympiques. Puis quelques années après, ben c'était la division et la guerre. La division, ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a personne, il n'y a aucun pays qui est à l'abri. Tous les pays où il y a du clivage, on n'est pas à l'abri de cette réalité-là. Écoutez, c'est avec ça que je vais finir l'épisode, ça vous dérange pas. On est déjà on est maintenant à 1 heure, donc beaucoup plus long que les épisodes que, en tout cas, moi je fais d'habitude. Je suis plus dans la demi-heure ou dans le 45 minutes d'habitude. Donc, c'était notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud. Vous êtes aussi les bienvenus sur Spotify. Les Zoomers, venez nous rejoindre. Ce que François a écrit en commentaire, c'est qu'un Zoomer, c'est le nom donné à la génération qui suit les milléniaux. Donc, les amis, vous êtes des Zoomers, puis ça n'a pas rapport avec le fait qu'on est sur Zoom en plus actuellement. Non. Mais est-ce qu'on va se faire un TikTok des engagés publics? Et tcha-tcha. On pourrait, ouais, faudrait faire ça. Je lance ça comme ça, on en discutera en On lance le débat. En fait, chers amis, vous êtes tous invités à venir nous dire à travers Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, si on devrait partir en plus un TikTok. On veut vous entendre là-dessus et on va nommer Ronnie en charge de le gérer. Comme ça, tu vas être pris à ton propre jeu. Abonnez-vous à notre infolette. On a-tu une infolette? Je savais même pas. Abonnez-vous à notre infolette pour recevoir nos résumés de l'actualité. Coudonc.
Ben pour dire, il va falloir que je m'abonne si je veux savoir qui se dit là-dedans. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com, public avec un S. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci les gars d'avoir été là. J'ai vraiment eu du plaisir cette semaine à faire cet épisode-là. Puis on se retrouve dans le cadre d'un prochain épisode dont peut-être la semaine prochaine. C'est peut-être moi la semaine prochaine qui va animer, je le sais même pas. C'est à voir. Salut! Bonne fête du Canada, tout le monde. Bonne fête du Québec en retour. Bonne fête du Québec. Et bonne fête Saint-Jean aussi. Ça, c'est chiant. Juste que faut laver le dernier mot. Ça, c'est un cheap shot. Ça, c'est oui, cheap. Ça, c'est cheap shot. Tu le diras la semaine prochaine, mais pas cette semaine. Pas cette semaine. Ça, c'est une provocation. Salut les gars, bye. Ciao. Bye.